C'est quoi le métier de marketeur web? Je suppose que ça a un rapport avec le marketing. Savoir savoir comment développer un site, comment le rendre attractif, comment faire en sorte d'avoir plus, pas de clients, mais du coup de visites sur le site et donc grâce à ça permettre aussi de, de boom, genre d'avoir plus de personnes. Et donc son rôle c'est principalement créer une nouvelle demande. Marketeuse web. Alors là, pour le coup, aucune idée. Donc, je vais me lancer au pif. Je dirais que c'est les personnes qui vont essayer de conquérir de nouveaux marchés sur le web, d'essayer de voir une nouvelle population, quelque chose de nouveau, de dire bon, ce produit-là, on le vend qu'aux 25-35 ans, mais il n'y a pas de raison finalement, parce que c'est juste peut-être les 45 ans, on leur adresse pas le truc, ils sont pas sur les mêmes groupes, les mêmes canaux, et en fait, ils ont aucune raison de pas l'utiliser finalement aussi, s'ils sont pas au courant. Donc pour moi, je dirais que ça serait ça, François Bessiot. Là, je nous entends, nous revoilà. Eh bien, bonjour tout le monde, même si on s'est déjà retrouvé tout à l'heure. J'espère que ça va bien fonctionner maintenant. On a clairement une petite clé stream, un petit truc comme ça, qui nous a lâché, qui a chauffé et qui nous a dit bye bye. Anne, comment vas-tu? Tu es avec nous, c'est ça le principal? Ah, ça va, toujours OP pour parler de SEO, on peut y aller. Eh bien, on y va tout de suite. Alors, on va reprendre depuis le début, parce que je pense que les personnes qui nous suivent là sur Twitch ne m'ont pas trop entendu et surtout ne t'ont pas entendu. Alors, je disais que tu es notre première invitée, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tu es une freelance qui, après quelques années à Paris en tant que consultante fonctionnelle en CRM pour des entreprises du CAC 40, a décidé de revenir dans les Hauts-de-France. Alors, on va commencer tout de suite par ton parcours universitaire. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé déjà à faire la bascule dans le SEO? Ouais. Alors, donc du coup, il y a deux questions Il y a très deux questions. différentes. Oui. Je les prends chacune leur tour. Donc, mon parcours académique, c'est l'université. J'ai fait totalement l'université, donc des études gratuites, une licence d'économie et gestion, puis un master 2 en alternance. Ce master 2, ça a été la clé pour rentrer dans le monde du conseil, parce qu'il était axé sur le conseil aux organisations, donc aux entreprises, spécialisé sur tout ce qui touchait au progiciel, donc au logiciel d'entreprise. Dans ce domaine pendant 5 ans, au sein d'une SS2I, comme on appelle, et suite à ça, j'ai souhaité prendre de l'autonomie dans mon métier pour pouvoir mieux exprimer mes propres valeurs, et ça m'a mené à chercher un métier qui se vendait bien, une prestation en fait que je pouvais vendre seule. Donc ça m'a poussée à être curieuse et comme je disais tout à l'heure, je suis tombée sur le SEO par hasard sur YouTube, et voilà. Donc une fois que l'intérêt était là, j'ai agi dessus. Donc j'étais inscrite chez Pôle emploi qui m'a proposé la formation Pop School, donc qui a été justement la passerelle. J'ai été formée pendant 3 mois avec un expert SEO qui était freelance comme moi aussi à l'époque, donc j'avais plein de bons conseils pour me lancer et tout. Et cette formation s'est ensuite achevée sur 1 mois ou 1 mois et demi de stage en interne que j'ai effectué chez Decathlon. Donc comme Decathlon, ils sont quand même très très bons en SEO, c'était une bonne école aussi. Et voilà. Donc il y a pas mal de compétences qui sont similaires entre mon métier d'avant et mon métier d'aujourd'hui, en particulier la démarche de conseil et tout le vocabulaire en fait qui touche à l'informatique, parce que ça c'est quelque chose que je savais pas quand j'étais étudiante, mais le vocabulaire d'un secteur, ça c'est vraiment c'est c'est le plus dur à intégrer. Mais une fois que c'est fait, voilà. Donc ceci étant fait, changer de métier tout en restant dans le même secteur, c'est beaucoup moins difficile que ce qu'on croit, en fait. Parce que toi, tu as fait déjà un pied dedans. Ouais, voilà, j'avais la culture du domaine, en fait, ce qui était finalement beaucoup plus important que j'aurais pu croire. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est alors, ok, tu as fait un parcours en formation professionnelle, mais tu es arrivé au SEO via YouTube. Quel type de contenu tu consultais? Il y avait des personnes qui t'intéressaient plus que d'autres? Des personnes qui m'intéressaient plus que d'autres,
Alors franchement, je me rappelle plus, mais je sais qu'aujourd'hui, s'il y a une chaîne à suivre, ça serait la chaîne de, Paul Vengeon en featuring avec, l'agence SEO Monkey. Alors là, tout de suite, j'ai plus le nom malheureusement, mais ce sont des Lillois, qui travaillent très bien, qui ont à cœur de faire du bon travail et qui partagent une information, transparente et fiable. Donc, cherchez Paul Vengeon et SEO Monkey et je pense que vous aurez des informations, qui valent le coup, quoi. Ok. Alors, on va passer maintenant sur la définition de ton métier. Comment tu l'expliques à des gens qui ne connaissent rien au web? Alors, quand j'explique mon métier, je dis que je positionne les sites en premier sur Google. Et en général, ce que je dis, c'est que par exemple, dans une ville, si on a 20, on, on va, on va taper coiffeur plus nom de ville. Il y en a un qui va en premier. Et ben moi, je suis capable de faire arriver en premier un autre site, voilà, pour gratter les places et aller se faire remarquer par ceux qui vont chercher un coiffeur, pour que le coiffeur qui fait appel à moi puisse vendre plus de ses services. Voilà, c'est ça mon métier exactement. Et peut-être question bête, comment tu fais? Alors comment je fais? Il y a alors il y a du visible et de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres des pages web qu'il faut modifier, qu'on ne voit pas forcément. Donc le site va rester sensiblement le même, mais derrière Google ne le verra et Google va se dire: «Ah, celui-là est un meilleur élève qu'un autre» et il va le mettre en avant plus qu'un autre du coup. Ça, c'est pour l'invisible. Et pour ce qui est de visible, en fait, on va jouer sur tout ce qui est contenu texte, expérience utilisateur. Donc ça va toucher au design, au temps passé sur une page, sans trop rentrer dans les détails, mais Mhm. en gros, plus vous appréciez un site, donc avec votre usage, ce que vous y trouvez, là où vous cliquez, ce que vous lisez, le temps passé, le contenu consommé, plus Google va se dire: «Ah bah, ce site a bien répondu à la question, donc la prochaine fois que quelqu'un, posera cette question, je lui reproposerai ce site qui est plus pertinent» et du coup, petit à petit, vous arrivez à convaincre Google que vous répondez mieux à cette question qu'un autre et c'est là que vous montez dans les résultats de recherche et que vous allez dire SEO. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as plusieurs piliers sur lesquels tu peux aller jouer, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Oui, oui. C'est tu veux que je les définisse? Tu fais comme tu veux, hein. Donc on a 3 grands piliers en SEO. On a donc le pilier de la structure invisible du site, on va appeler ça comme ça. C'est ce qu'on appelle le SEO technique. Donc là, c'est tout ce qui est caché dans le code, le HTML, les caractérisations de texte, et cetera. Ça, alors ça peut sembler de la sorcellerie comme ça, très compliqué, mais une fois qu'on vous l'explique, voilà, on le sait et on peut travailler avec sans aucun souci. Ensuite, il y a le pilier, textuel. Donc ça, c'est toute la sémantique qui est utilisée sur le site et qui permet, d'être, cohérent pour répondre à un mot-clé sur Google. Et ensuite, il y a un troisième pilier, c'est la popularité et donc là, c'est tout ce qui va être backlink pour les initiés qui ont été par là des backlinks. Un backlink, c'est le nombre de sites internet qui parlent de mon site. C'est comme dans le monde d'aujourd'hui, un influenceur, on va croire ce qu'il dit parce que beaucoup de gens, croient en lui. Et ben, pour le SEO, c'est pareil, plus, des sites parlent d'un site, plus ce site a de la légitimité et c'est ce que j'appelle, la popularité, sur internet. C'est ce troisième pilier, voilà. Super intéressant, en effet. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est plus on aura des liens entre les sites, plus on aura un meilleur référencement, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, plus on a de sites qui parlent d'une autre, donc parler de notre site, ça veut dire avoir un lien chez eux qui renvoie vers chez nous, plus on va être considéré comme légitime sur le sujet par Google. Parce qu'en fait, Google, lui, il sait ce qui se passe partout et il va le voir quand, le nombre de sites qui parlent d'une autre augmente Mhm. et il va l'algorithme, il va nous mettre en avant, voilà.
On a des questions dans le chat du Twitch qui sont quelle étude tu as fait et ça fait le lien aussi avec la question suivante, c'est comment on accède, comment on devient expert SEO? Est-ce qu'il y a des études? Est-ce qu'il faut faire une formation professionnelle comme tu l'as fait? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est de l'auto-formation? Comment on fait? Ah bah franchement, la réponse elle va être encourageante pour les curieux, je pense, et ceux qui voudraient s'y mettre parce que honnêtement, il n'y a pas de chemin tout tracé pour faire du SEO. Le mien, il est le mien, mais j'aurais pu en faire un autre en fait. C'est-à-dire que le SEO, c'est une compétence qui change tous les 3 mois. En fait, à chaque mise à jour de Google, il faut réapprendre son métier. Donc en fait, tous les 3 mois, on est tous un peu sur la même ligne de départ pour faire de notre mieux, quoi. Partant de là, ça favorise les parcours raccourcis, en fait, pour accéder au métier. Mais bon, ceci étant dit, la meilleure manière d'apprendre le métier, c'est de l'apprendre avec des gens qui sont déjà experts. Donc, alternance, se former avec des professionnels. Et voilà. Pour ceux qui sont encore à l'école ou qui souhaiteraient passer par une école, je pense que ce qu'il faut apprendre, c'est le marketing en général. Parce qu'en fait, le SEO, c'est une manière de structurer un site, mais il repose sur une culture marketing. Méga intéressant ça. C'est vrai que est-ce qu'il faut pas non plus des compétences en dev? Non, moi j'en ai aucune. J'ai jamais codé de ma vie. Ouais. Et ça m'a jamais freiné. Pour bien comprendre où se positionne l'expert SEO, enfin les personnes qui font le SEO, en effet, tu parlais d'un instant de la culture marketing. Est-ce que ça veut dire que tu es amené, quand tu interviens dans des entreprises, à travailler davantage avec le pôle du marketing et de la communication que le pôle dev? Comment ça se passe? Je travaille d'abord avec le marketing parce que c'est avec eux que je vais définir le besoin de l'entreprise, sa vision, son positionnement sur le marché. C'est à partir de là que je vais pouvoir développer tout le SEO si on fait appel à moi. Et comme je ne code pas, il est possible que je fasse appel à l'équipe de dev en interne pour leur dire bon, alors moi, du coup, j'ai ces consignes-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On va aller plus loin sur ce sujet. Quand je suis arrivée au bout de ce que je sais faire et que je pense qu'il faut aller dans la technique et que ça me dépasse, mais que je peux l'expliquer à un dev en interne, là, je fais appel à l'équipe dev. Et je te coupe peut-être. Non, vas-y, j'ai fini. Ah, ok. Et du côté des équipes marketing, tu travailles sur quoi exactement pour comprendre un peu ton quotidien, les échanges sur lesquels vous travaillez? Alors, avec l'équipe marketing, alors eux, ils ont une vision d'entreprise, ils ont un objectif, augmenter les ventes, augmenter le nombre de prospects, augmenter la qualité des prospects, c'est-à-dire le niveau de qualification. Ils veulent plus de clients plus pertinents. Voilà, globalement, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire avec le marketing? Je vais leur poser beaucoup de questions parce qu'à chaque client, il faut que je développe une stratégie personnalisée. Et je ne connais pas tous les secteurs de mes clients quand je les rencontre. Aujourd'hui, je suis spécialisée dans la transition écologique, ce qui me permet de gagner du temps entre 2 clients. Mais voilà, je peux être amenée à travailler pour d'autres personnes aussi. Donc voilà, d'abord, je leur pose beaucoup de questions. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous vendez? Pourquoi est-ce que ce que vous vendez, c'est mieux ou différent que vos concurrents? Ça, ils sont les mieux placés pour me le dire. Donc voilà, tout part de là. Ensuite, quelle est l'image de marque que vous souhaitez faire de la rédaction de texte dans les pages qui doit être cohérent pour Google, mais qui doit aussi refléter le ton de l'image de marque de mon client. Et voilà, j'ai besoin d'eux pour m'expliquer l'expérience, l'émotion qu'ils veulent transmettre à leurs visiteurs, en fait. Ouais, du coup, complexe comme travail. Entre Google, ce que veut Google, ce qu'attend ton client, ce qu'attend le client de ton client, ça doit pas être si simple. Non, c'est exigeant. C'est exigeant parce que ça demande de ne pas s'éparpiller. Il faut garder en tête les exigences de chacun. Et puis, mais c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes
quand on sait comment faire, on sait articuler les éléments qu'on nous donne et en fait, c'est pas difficile, c'est riche. Parce que, voilà, c'est pas difficile, c'est riche et quand on est curieux et qu'on s'imprègne de la culture d'entreprise de son client, euh, voilà, il y a un petit temps d'adaptation au début, puis après on enchaîne, quoi, on y va. Tu es seul parce que donc tu es freelance de Artemis Conseil. Tu travailles seul, tu as aussi des personnes qui t'accompagnent dans cette aventure? Non, pour l'instant, je suis seule. Je suis freelance en autonomie. J'ai ma société et pour l'instant, je suis seule. Mais quand mon portefeuille de clients grandira, mon objectif, c'est de recruter parce que j'aimerais pouvoir former des gens à mon métier de manière un peu plus approfondie et j'aimerais pouvoir transmettre, faire profiter de ce métier à d'autres personnes. J'aimerais pouvoir recruter dès que mon portefeuille grandit. C'est la première chose que j'aimerais faire, ouais. Ok. Est-ce que tu as des projets que tu voulais présenter, échanger pour en savoir un petit peu plus sur le type de projets sur lesquels tu travailles? Tu nous parlais déjà des projets en transition environnementale, c'est ça? Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? J'ai pas bien entendu. Tu nous disais que tu avais des projets, que tu t'es spécialisé sur les projets en transition environnementale. Est-ce que t'as des exemples? Oui, en fait, très important pour moi que mes compétences en marketing soient mises au secteur de la transition écologique parce que tout le monde sait que le marketing est toujours éthique et il est important pour moi de ne pas me perdre dans ce que je fais. Je vais plus parler d'éthique que de la réponse directe à la question, mais on m'a contacté pour faire du SEO sur un site de gambling, enfin de paris en ligne. Ok. Et les paris en ligne étant peut-être une addiction chez les personnes qui vont y faire appel, j'ai pas souhaité donner suite à cette demande, par exemple. Par contre, une entreprise qui fait de la réparation de gros moteurs électriques, plutôt que de les jeter et de les perdre et devoir les reproduire, là, en fait, mettre mes compétences au service des personnes qui cherchaient à acheter des moteurs réparés, ça avait du sens. Ok, très bien. Trop cool. Ça donne envie. Et donc, est-ce que ce projet-là, du coup, oui, parce que pour la transition écologique, j'ai répondu, mais ouais, donc ce projet, donc c'était une entreprise qui voulait, qui avait pas mal de messages envoyés via le site internet. Donc, ils avaient déjà un site internet qui était visible. C'est l'objectif principal du SEO, hein, de rendre visible un site internet. Mais le problème, c'est qu'ils recevaient des messages pour des petits moteurs, par exemple, des moteurs de voilà, des moteurs, il y en a partout aujourd'hui. Et eux, ils sont spécialisés sur les gros moteurs électriques. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on positionne son site sur les grands moteurs électriques et pas sur les petits moteurs? Donc, ils ont fait appel à moi. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué avec la sémantique du site pour réorienter, en fait, vers sa niche, ce site internet-là. Et donc le SEO, c'est un métier de long terme, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas se passer quelque chose le lendemain de mon travail, mais il va plutôt se passer dans les mois qui suivent. Et le mois qui a suivi, déjà, les messages qui étaient reçus via le site internet avaient changé. Ils avaient des demandes de prospects qui étaient déjà qualifiés. Donc en fait, le travail était déjà... comment dire déjà, mon travail était bien fait, j'étais très contente, c'était parmi mes premiers clients. Et ça m'a donné confiance en moi pour prospecter ensuite. C'était vraiment super comme expérience. Et eux ont bénéficié de contacts entrants qui étaient beaucoup plus pertinents pour leur activité et donc qui ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires. L'objectif quand même principal. Trop bien. Trop bien. Et du coup, ça veut dire que il y avait un peu, tu disais qu'il y avait un petit temps, que ça allait pas se faire en claquant des doigts, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, tout ce que tu vas mettre en place, l'effet est assez long. Ça va pas changer en une semaine.
Ouais, c'est ça. En fait, le SEO, disons que c'est comme un rééquilibrage alimentaire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut on change un jour et puis on continue les efforts tous les jours et puis au bout de 3-4 mois, ça se voit. C'est exactement pareil. Euh, le SEO, ouais, en fait, parce que pourquoi est-ce que ça prend du temps? Parce qu'il faut que Google le remarque. Et notre site, il est parmi une quantité de sites énorme. Mhm. Euh, Même si Google est au courant de tout, il a quand même, enfin, c'est pas de la magie. Il a besoin d'aller relire les sites de manière régulière. Et il va le relire selon une certaine période. En général, c'est 3 ou 4 mois. On peut un peu pousser le destin avec quelques techniques, mais voilà. Donc voilà, le temps que Google change d'avis, le temps qu'on arrive à convaincre Google que j'ai bien travaillé, regarde, je peux mieux répondre à cette question. Voilà, il faut du temps. Si on veut des résultats immédiats, on passe à des compétences en SEA. Mhm. Et le SEA, du coup, comment tu fais? Est-ce que tu as aussi, c'est ton job ou tu confies ça à quelqu'un d'autre? Moi, je fais pas de SEA, en effet. C'est pas une compétence que j'ai acquise pour l'instant. Euh, Voilà. Mais donc, quand un client vient vers moi et Mhm. me dit, moi, selon mes besoins business, je suis dans l'urgence et j'ai besoin de Mhm. résoudre. Dans ces cas-là, je les renvoie vers des camarades qui font du SEA. Ok, ok. Et pareil, tu parlais d'un travail sur la sémantique. Ce travail, c'est l'expert SEO qui le fait ou c'est confié aussi à d'autres équipes? Comment ça se passe? Ça dépend. En fait, donc il y a toute la sémantique à mettre dans les articulations du Mhm. site, donc balises HTML, etc. Ça, c'est plutôt un SEO qui va le faire euh, selon sa stratégie. Par contre, tout ce qui est rédaction de pages web, ça peut être le consultant SEO qui le fait s'il Mhm. est formé en rédaction web. Sinon, il est possible, en fait, ça dépend des structures de projet, hein. Mhm. Ça dépend les budgets. Soit il le fait lui-même, soit il n'a pas la disponibilité pour prendre du temps pour la rédaction, il faut qu'il se concentre sur la stratégie. Et dans ce cas-là, il continue de développer et de travailler la stratégie pendant qu'il confie des briefs de rédaction d'articles à des rédacteurs SEO. Ok. On a une question dans le chat qui nous dit SIA induit une réponse plus rapide, pardon, c'est ça. Tu as répondu. Alors le SEA, ça induit un changement dans le positionnement plus rapide. Euh, le mot réponse, je peux pas dire oui, c'est ça, parce que je pense en mode réponse à la question sur Internet. Mhm. Mais disons que quand on fait appel au SEA, on vient se positionner immédiatement dans les premières places de Google. Quand on fait appel à du SEO, on va monter les places petit à petit jusqu'à ce qu'on soit potentiellement en première place. Alors, par rapport à ça, on a aussi une autre question dans le chat qui parlait de conflit d'intérêts. Et en tout cas, la question, elle tournait autour de comment on fait pour garder un site en première place si un autre site veut une première place, elle aussi. En gros, comment ça marche, cette concurrence de sites? J'imagine que c'est ce que voulait formaliser cette personne dans sa question. Comment on fait en tout cas pour être le premier? S'il y a un conseil, le premier conseil de l'expert SEO pour être première, comment on fait? Alors, bah, franchement, s'il y a Première, de la pardon. concurrence, c'est pas compliqué, c'est que le meilleur gagne, hein, c'est la guerre ouverte. Franchement, voilà, il n'y a pas de secret. Si on voit qu'on a un site en première page qui est carré sur son SEO, qui publie toutes les semaines, là, vous savez que vous avez un concurrent de taille et le seul moyen de faire mieux, c'est de faire mieux. Donc, de déployer au moins autant de moyens pour arriver à le concurrencer. Travailler tous Après, les leviers que tu disais tout à l'heure. comment? Travailler tous les leviers que tu présentais tout à l'heure. Oui, ce qui représente une charge de travail énorme. Après, il ne faut pas perdre l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver sous les yeux du visiteur. Mhm. La page de résultats de Google, elle comporte plusieurs places et nous, on a une taille d'écran qui permet d'inclure au moins 3 résultats. Donc, si on est deuxième ou troisième, c'est déjà pas mal.
Ok. S'il y a d'autres questions dans le chat, eh bien, n'hésitez pas à nous les poser. Je te propose qu'on passe à la partie suivante, qui était une rubrique oui-non. Allez, let's go. Let's go. Alors, tu peux dire oui, non, et si tu as envie, bien sûr, tu peux compléter. Maintenant qu'on t'entend, c'est super. On va en profiter. Alors, première question. Pour être une experte en SEO, est-ce qu'il faut être bonne en maths? Non, il faut en Excel, mais pas en maths. Ok. Est-ce qu'il faut être une génie de l'informatique? Non, je le suis pas et je fais bien mon travail pourtant, donc ça devrait aller. Est-ce qu'il faut être à l'aise en anglais, pardon? Non, je pense qu'il y a des mots de vocabulaire précis à connaître, mais une fois que c'est fait, on peut se débrouiller en français sans souci. Il y a un jargon, c'est ce que je disais au tout début de notre échange. Oui, il y a un jargon pour l'usage des outils disponibles sur Internet. Disons que l'anglais, ça peut vous aider à lire et à vous cultiver sur le sujet. Mais bon, aujourd'hui, on peut traduire des pages très facilement en 3 clics. Donc, le seul moment où vraiment on a besoin de l'anglais, c'est pour utiliser, par exemple, le Screaming Frog, qui est le premier outil du consultant. Et encore, je crois qu'il est traduit en français. Donc, même pas, en fait, peut-être, voilà. Est-ce qu'il faut avoir un bon relationnel? Oui, il faut avoir un bon relationnel parce que le SEO, il requiert de la pédagogie, dans le sens où voilà, c'est une compétence assez obscure, comme tout ce qui touche à l'informatique. Et la personne qui va nous demander de l'aide, il faut savoir lui expliquer ce qu'on fait pour qu'elle sache ce qu'elle achète et qu'on puisse lui expliquer aussi les bons ou les mauvais résultats qu'on a. Voilà, ça demande une pédagogie et donc un bon relationnel. Est-ce qu'il faut s'auto-former en permanence? Oui, absolument. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faut être créative? Oui, parce que pour faire mieux que les concurrents, il faut faire différemment. Donc, il faut tenter ce qui est fait constamment. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce qu'il faut être curieuse? Oui, 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 il faut être curieux de ce qui se fait, de ce qui va se faire, pour surtout pas être démuni quand la mise à jour passe. Donc, ouais. Et est-ce qu'il faut avoir un bac plus 5? Non, absolument pas. Absolument pas. Ok, eh bien, merci pour tes réponses sur cette rubrique oui-non. Avec plaisir. On va partir sur la dernière partie de notre live Twitch. Est-ce qu'il y a des tendances, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances? Est-ce que tu parlais de mise à jour, de nouvelles règles du côté de Google? Comment ça se passe tout ça? Ça veut dire que tu fais une veille ou bien tu t'es abonné à un site qui t'envoie un gros dossier que tu dois lire tous les mois? C'est quoi? Moi, je passe par LinkedIn, en fait, parce que c'est assez riche en informations de qualité. Donc j'ai sélectionné quelques influenceurs que je sais être compétents et en fait, je regarde leurs retours d'expérience, qui sont assez réguliers. Parce qu'eux se font remarquer comme ça et captent leurs clients en proposant de la valeur, dans des contenus, très intéressants et moi, j'en profite, en fait, pour me cultiver, pour voir ce qu'ils font. Parce que comme je suis seule, il faut pas que je me convainque, dans mon coin que ce que je fais, c'est bien et qu'il y a pas d'autre manière de faire. Voilà, écouter d'autres personnes parler de leur métier, relire leurs expériences et ce qu'ils en ont appris, c'est important. C'est comme ça que je fais, moi. Est-ce qu'il y a des communautés justement sur lesquelles tu t'appuies? Que ce soit des communautés ici sur la métropole de Lille ou bien des forums sur le web? J'en connais pas vraiment. En général, les communautés, elles sont sur... Je suis assez sur LinkedIn, donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui se commentent entre eux, donc je pense qu'il y a il y a des peut-être polarisations d'influenceurs, ouais, sur les réseaux sociaux. Mais à ma connaissance, j'ai pas de forum en tête, mais il doit certainement y en avoir. Ok. Et on a une question par rapport à ce qu'on disait juste avant. Est-ce qu'il y a des fuites pour anticiper les futures mises à jour? Alors, des fuites, c'est un mot qui implique... Et en fait, il n'y a pas vraiment de secret dans la stratégie de Google. Google
c'est qu'on continue de l'utiliser plus que les autres moteurs de recherche, comme Bing par exemple. Donc comment est-ce qu'il va s'y prendre? Il va proposer du contenu de qualité et des bonnes réponses aux questions qui lui sont posées. Ça, c'est l'objectif de Google. Et en fait, toutes ces décisions, toutes ces mises à jour, elles découlent de ce principe-là. Et ce que ça implique, nous, dans notre métier, c'est tout simplement de fournir du contenu de qualité. Et on se rend compte de ce qu'on fait, en fait. On est en train de dupliquer un contenu au hasard avec un chatbot qui fait de l'IA et qui rédige des kilomètres de contenu qui n'a aucun intérêt, que personne n'a envie de lire. Peut-être qu'on remplit quelques critères du SEO en termes de sémantique, de quantité de mots, etc. Mais on sait très bien que personne ne va le lire. Donc, c'est pas un contenu utile pour le visiteur. Donc ça, on sait déjà que si aujourd'hui on peut le faire, demain, la prochaine mise à jour, ça va être... Toi, tu t'appuies, c'est intéressant ce que tu dis, tu t'appuies sur l'IA pour t'aider, t'accompagner, pas pour remplacer ton travail, mais pour te faire des recommandations, ce genre de choses. Je me sers de l'intelligence artificielle pour faire de l'idéation en général. En fait, et juste pour finir sur les fuites, j'aimerais juste ajouter que Vas-y. Google a la priorité en ce moment de proposer du contenu qui soit naturel, utile et pertinent, ainsi que légitime, c'est-à-dire écrit par des experts qui savent ce qu'ils disent. Donc voilà, il faut garder ces objectifs-là en tête et on ne sera jamais surpris par une mise à jour de Google. Et donc pour revenir sur l'usage de l'intelligence artificielle dans mon métier, moi je me sers beaucoup de ChatGPT pour faire de l'idée. C'est-à-dire, je dois rédiger un article sur un sujet. Je vais donner à ChatGPT tout ce que j'ai sur ce sujet et je vais lui dire, je vais lui poser une question et je vais lui demander de me répondre en bullet point. Comme ça, il me rédige pas des articles IA et qui sont détectables comme tels, mais il me permet de gagner du temps, de structurer de mes idées, de confronter mon point de vue à un autre et de pouvoir du coup augmenter la qualité de ce que je fais. Ok. On passe à la dernière rubrique, si tu as encore un peu de temps. Oui, j'ai du temps. Ouais. Eh bien, top, merci. Alors, la dernière rubrique qu'on propose à chaque fois dans nos émissions, c'est le quotidien. En gros, on te laisse, tu as juste 3 minutes, jusqu'à 3 minutes, pour nous expliquer ton quotidien ou une semaine type, pour qu'on en sache davantage sur ton métier. C'est OK pour toi? Ouais, ok. Donc ouais, en effet, il n'y a pas de journée type, on est plus sur des semaines type, parce que on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Donc, sachant que c'est un quotidien qui est propre à mon quotidien de freelance, je pense qu'en agence, c'est un peu plus structuré. Mais dans mon cas, disons que dans la semaine, on va retrouver la consultation et le monitoring des performances des sites que je gère. Donc, c'est-à-dire que je me connecte à mes Google Search Console, je vérifie ce qui s'y passe, s'il y a des évolutions significatives ou non. Ensuite, je travaille sur mes stratégies à développer pour mes clients. Ensuite, je fais ce que j'appelle de la prod, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu l'idée de faire quelque chose, il faut que je le fasse. Donc, ça peut consister en rédiger des métadescriptions et des balises title, rédiger des articles de rédaction web, parce que je fais de la rédaction aussi. Je peux redesigner certaines pages pour améliorer l'expérience utilisateur, donc ça peut être assez chronophage. Je prends du temps dans ma semaine pour être curieuse et apprendre. Et je prends peut-être 1/5 de mon temps à faire de la prospection. Donc ça se passe via 2 moyens. La première, c'est repérer des sites qui ont du potentiel et que je démarche. Et la deuxième manière, c'est poster sur LinkedIn pour être visible et augmenter la légitimité de mon profil aux yeux de mes prospects. Voilà. C'est chargé tout ça. Ce qui est bien, c'est que c'est surtout varié en fait. Mmh. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez asynchrone, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux quand je veux, quoi. Si une tâche commence à me saouler, je passe à la suivante et je la reprendrai après. Tant que du lundi au vendredi, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est OK. Ça, j'aime bien. Ok, top. Est-ce qu'il y a des questions justement sur la semaine type ou bien sur une journée type d'une experte SEO dans le chat? Alors, pour l'instant, non.
Anne, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais dire que le SEO, c'est une porte d'entrée, dans les métiers du marketing, du web et du digital, qu'il faut voilà, c'est un métier pour les curieux, en fait, et c'est le seul vrai prérequis. C'est un métier pour les curieux. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. On aura beau être préparé en amont sur la théorie, certes, ça va aider, mais ça s'apprend sur le tas. Donc si vous en avez envie, pour ceux qui nous écoutent, de faire du SEO, franchement, croyez en vous, allez-y, passez par des écoles ou par des formations professionnelles. Le plus important, ça va être le stage à la fin, qui va vous donner le goût et qui va vous faire pratiquer ce que vous avez vu. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est comme un énorme jeu vidéo où quand on connaît les règles, on met son site en première place et une fois qu'il est affiché, ben, on a gagné, quoi. Et ça tue. Et on s'ennuie pas. Et voilà. Donc, pensez professionnalisation de votre parcours. Croyez en vous. Et puis, voilà, il faut simplement être curieux. C'est tout. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage aujourd'hui sur ce Twitch. Merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve quant à nous eh bien, demain avec une business développeuse. J'espère qu'on n'aura pas de soucis encore une fois. Désolé à tout le monde pour ce bug technique. Et puis je vous souhaite une très belle après-midi. Merci tout le monde. Merci à vous. Bonne journée. Salut Anne, merci.